Le propre d'une vérité est d'exister avant qu'on la découvre. L'univers n'a pas attendu Giordano Bruno pour être infini. L'hystérie n'a pas non plus attendu Freud. Les 3 angles d'un triangle égalent 2 angles droits depuis plus longtemps que la géométrie. Dans son livre sur Shakespeare, René Girard n'applique pas rétroactivement la théorie du désir mimétique à l'œuvre du génie, mais il s'applique lui-même à montrer qu'elle est à l'œuvre à chaque instant, chaque drame ou chaque jalousie. À l'en croire, toute la théorie mimétique est présente dans Shakespeare sous une forme si explicite que chaque fois qu'il y songe, l'enthousiasme le ressaisit. C'est parce que le désir mimétique ne souffre, dit-il, aucune exception que tous les livres de René Girard sont dictés par ces lois. Mais d'où vient que, de Shakespeare à Proust, en passant par Cervantes, Stendhal, Flaubert ou Dostoïevski, le désir mimétique gouverne toutes les œuvres? Est-ce qu'il est le secret absolu de la nature humaine, ou bien la clé qui transforme en serrure les livres de ceux qui la connaissent? Dans le premier cas, pour peu qu'on ouvre les yeux, personne ne peut éviter de croire au désir mimétique. Mais dans le second, René Girard ne chercherait pas le désir mimétique lui-même s'il ne l'avait pas déjà trouvé. Ma première rencontre avec Shakespeare est par l'intermédiaire des premiers textes. Et les premiers textes sont presque caricaturalement mimétiques. Vous savez, par exemple... Vous pensez auquel? Le viol de Lucrèce. Ce long poème, qui n'est pas encore très shakespearien par certains côtés, mais qui radicalise le thème du viol en faisant de l'excitation pour le viol, n'est-ce pas, ce qui décide Tarquin, membre de la famille royale, comme vous le savez, à se précipiter sur Lucrèce sans l'avoir jamais vue. C'est la vantardise du mari de Lucrèce le soir dans un camp militaire où on fait la guerre contre je ne sais plus qui. N'est-ce pas? Le mari s'est vanté de sa femme à tel point qu'il a rempli Tarquin d'un désir insurmontable, et Tarquin est monté à cheval, s'est précipité chez Lucrèce et l'a violée en quelque sorte sur le seul témoignage de l'époux de Lucrèce. Donc c'est un texte qui passe pour fou. Voyez. Or, il ne l'est pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il décrit un comportement qui... Le fait que Tarquin connaisse Lucrèce ou non est tout à fait secondaire, selon vous. Et secondaire. Justement, c'est cette secondarité, si vous voulez, de la femme elle-même. De la victime, de l'objet, de la femme. Cherche à illustrer. Mais il l'illustre de façon tellement nette, tellement claire, tellement visible, qu'il dresse contre lui tout le public qui ne veut pas croire au caractère mimétique du désir. Et qui voit là une histoire baroque, invraisemblable, etc., et qui dit psychologiquement, vous verrez très souvent cette opinion sur le texte, psychologiquement c'est trop fantastique, c'est pas réaliste, etc., c'est insupportable. Mais en étendant la théorie du désir à Shakespeare, vous donnez le sentiment non pas de plaquer, c'est ce qui est très étonnant dans le livre, la théorie du désir mimétique à Shakespeare, vous donnez plutôt le sentiment que Shakespeare se l'est appliqué à lui-même bien avant qu'on la formule. C'est comme si la théorie du désir mimétique, c'était un peu comme 2 et 2 font 4, et on n'aurait pas attendu l'apparition du premier mathématicien pour que cela soit vrai. Voilà. Mais lorsque j'ai lu Shakespeare, j'étais vraiment ébloui. Je me suis dit, mais même par rapport aux romanciers de mensonges romantiques et vérités romanesques, Shakespeare est incomparablement plus clair. Plus que Dostoïevski, plus que Proust. Plus que Dostoïevski. Proust est très explicite, c'est sans doute le plus explicite après Shakespeare. Mais alors chez Shakespeare, c'est quelque chose d'extravagant. Vous voyez, parce que toutes ses premières pièces, en particulier les 2 gentilshommes de Vérone, où il n'est pas encore aussi subtil dans le maniement de la langue anglaise ou dans le maniement des intrigues. Là, il n'y a que 2 jeunes amis qui, bien entendu, tombent amoureux de la même femme. Donc, chez Shakespeare, il y a une conscience non seulement du désir mimétique, mais du fait que même si nous sommes portés vers une femme naturellement, par notre propre instinct, par sa beauté, etc., nous avons besoin du soutien intellectuel de l'ami. Cet ami, nous avons tout partagé depuis notre enfance. Nous avons les mêmes goûts, nous lisons les mêmes livres, nous aimons les mêmes plats, nous faisons tout ensemble. Eh bien, s'il n'aime pas la femme que j'aime, elle n'est pas aimable. Par conséquent, je ne l'aimerai pas.
Donc je m'expose à sa jalousie, je le sais, mais je préfère cette jalousie au doute qui m'envahit si je suis seul à aimer cette femme. Chose étrange. Et ça, c'est un ami allemand qui me l'a montré. Il y a dans les mémoires de Goethe très exactement la même chose. Il y a un moment où Goethe dit « J'ai présenté Charlotte, vous savez, la fameuse Charlotte, à mon meilleur ami ». Et alors là, il dit quelque chose de tout à fait extraordinaire et super shakespearien. Il dit « C'est très fâcheux lorsque les femmes qu'on aime et qu'on les présente à votre ami. Si votre ami s'intéresse trop à cette femme, vous êtes malheureux. Et s'il ne s'intéresse pas à cette femme, vous êtes encore plus malheureux. » C'est l'éternel mari. Et c'est l'éternel mari, bien sûr. C'est l'éternel mari. Mais qui est présent chez Shakespeare dès le départ. C'est l'éternel mari, tout à fait. Alors, dans votre analyse de Shakespeare, il y a un autre cocu magnifique, mais enfin, il est d'autant plus magnifique qu'il n'est pas cocu, justement. Mais comme vous le dites d'ailleurs, de la même façon que la femme, dans les Deux gentilshommes de Vérone, finalement, est anecdotique, secondaire, c'est-à-dire est une fabrication du désir mimétique, de la même façon, le cocufiage d'Othello est une invention du sentiment qui est le sien, éventuellement de ne pas aimer à bon escient, ou bien de la certitude qui est la sienne qu'elle doit aimer davantage le jeune Cassio, l'aristocrate blanc. Et bien sûr, parce que Othello, il est noir, et il a l'impression que Cassio est plus désirable que lui dans l'absolu. Donc il fait coïncider le réel avec le sentiment qu'il en a ? Qu'il en a. Et il est persuadé que Desdémone est amoureuse de Cassio. Il ne se rend pas compte que Desdémone lui ressemble beaucoup plus qu'il ne l'imagine, et que par conséquent son imagination est à l'inverse. Que Desdémone ne peut pas s'intéresser à Cassio qui est trop vénitien, comme elle, n'est-ce pas ? D'autre part, il y a quelque chose aussi dans Othello. À mon avis, le plus magnifique d'Othello, c'est le début. Le père, Brabantio, qui est terriblement malheureux lorsqu'il apprend, bien sûr. S'entend dire qu'il y a un bouc noir sur sa blanche brebis, ou quelque chose comme ça. Mais il ne se rend pas compte qu'il est responsable. Il n'est pas responsable en tant que père. Il est responsable en tant que Vénitien qui est toujours resté à Venise, à gagner de l'argent en quantité extraordinaire, etc. Eh bien, lui, il est d'une certaine manière épris d'Othello. Il fait venir Othello chez lui pour qu'Othello lui raconte ses aventures extraordinaires de cet univers exotique dans lequel il vit, de combats, de bravoure et de la vie qu'il n'a pas eue, etc. Et par la porte entrebâillée, Desdémone écoute. Et par conséquent, elle hérite du désir de son père. Ça, c'est une des choses, à mon avis, les plus magnifiques. Donc Desdémone tombe amoureuse de l'homme qu'admire son père. Qu'admire son père. Et en même temps, du point de vue d'Othello, cette fois-ci, si je vous comprends bien, Desdémone est condamnée d'emblée. Est condamnée d'emblée. Elle est condamnée tout de suite. Bien sûr, parce qu'elle va être prise entre ces deux choses. Et en même temps, c'est une femme très indépendante. Elle veut être comme Othello. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle arrive dans un autre navire, etc. Il y a chez elle à la fois un esprit d'indépendance, mais un esprit d'indépendance qui est imitatif lui aussi. Et ça aussi, c'est magnifique. D'avoir vu que l'individualisme d'Estémone, qui est femme forte, etc., eh bien, c'est son désir pour Othello. On voit très bien comment, à partir du désir mimétique, vous pouvez faire une généalogie de ce sentiment très étrange de proximité et de répulsion à la fois, qui est la haine, René Girard. Voilà. Or, dans Othello, il y a un personnage à qui, de fait, vous ôtez le rôle qu'on lui accorde traditionnellement de traître, qui est Iago. Et Iago, la grande phrase de Iago, en tout cas la première qui le fait connaître au public, c'est « Je hais le mort, je hais Othello », le mort étant Othello, M-A-U-R-E. Comment est-ce que vous pouvez comprendre la haine de Iago pour Othello, sachant qu'ensuite, vous ferez finalement de Iago un personnage presque secondaire, en disant qu'Othello est l'unique artisan du meurtre qu'il commet. Iago peut être supprimé, et la preuve, c'est que la vraie tragédie de la jalousie mimétique
c'est pas vraiment Othello, mais c'est le conte d'hiver. N'est-ce pas? Le conte d'hiver est une... Parce que le roi n'a besoin de personne dans le conte d'hiver. Il n'a besoin de personne que de lui-même. Léontès et Polyxène sont amis depuis la petite enfance, mais ils ne se sont pas revus depuis la petite enfance. Et maintenant, ils sont ensemble. Polyxène est allé en Sicile, il a passé 1 an en Sicile, il est l'ami de Léontès, ami très cher, n'est-ce pas? Et la première scène nous parle de cette amitié, il est là depuis 1 an, etc. Et il y a quelqu'un qui exprime des doutes, n'est-ce pas, qui pense qu'une amitié aussi chère peut mal tourner. Et alors, la grande scène, la grande tragédie de la jalousie, c'est la seconde scène. Au tout début de la pièce. Au tout début de la pièce, du premier acte. Polyxène annonce qu'il rentre chez lui. Il y a 1 an qu'il est là, il n'a pas vu sa femme, ses enfants, etc. Il faut qu'il parte. Et Léontès décide de le retenir. Et il demande à sa femme. Et il demande à sa femme, parce qu'il ne peut pas persuader Polyxène. Sa femme intervient, et Polyxène, tout de suite, très galant, accepte de rester 1 semaine ou 10 jours de plus, je ne sais pas, quelque chose d'insignifiant. Et là, en l'espace d'un éclair, Léontès passe de l'hostilité pour sa femme, qui méprise son ami, qui n'est pas assez amoureuse de son ami, à la haine absolue des 2 personnages, dès que Polyxène cède, lorsqu'Hermione le lui demande, au désir de Léontès. Et alors là, en un clin d'œil, il passe d'une erreur à l'autre. Il s'imagine que sa femme méprisait trop son ami, et il s'imagine aussitôt, lorsqu'elle cède, qu'ils sont amants depuis 1 an, et que l'enfant qu'elle attend est le fils de Polyxène. Alors là, on voit cette instabilité prodigieuse de la jalousie qui passe d'un extrême à l'autre, et qui ne peut pas concevoir un rapport normal entre les êtres, un rapport qui ne serait pas une tension de désir ou de haine extraordinaire. Donc la logique du 10e métique voudrait que si Hermione avait considéré Polyxène plus qu'elle ne le fait, Léontès n'aurait pas cru qu'ils étaient amants. N'aurait pas cru, oui, oui. De toute façon, Léontès ne peut que passer d'un extrême à l'autre. Et cette scène est l'objet de débats continus de la critique parce que personne ne comprend la genèse de la jalousie de Léontès. Alors, là, je dis, nous avons Othello sans Iago. Le Iago est interne, n'est-ce pas? Et on sent très bien qu'Othello, c'est une pièce qui a été jouée au théâtre shakespearien, n'est-ce pas? Et que le conte d'hiver est une pièce plus intime, où Shakespeare a décidé d'être totalement lui-même et de parler de sa jalousie d'une façon, si vous voulez, à la fois plus révélatrice et par conséquent moins compréhensible pour le public qu'il n'a jamais fait. Oui, parce qu'en même temps, on pourrait, pardonnez-moi, mais on pourrait quand même réhabiliter Iago dans Othello, puisque Iago, d'abord, se conduit un peu avec Othello à la façon dont les enfants, vous savez, avec un bâton de bois, orientent le petit bateau qu'ils déposent dans un bassin. Oui, oui. Iago, c'est quand même celui qui donne quelques petites inflexions oui, au parcours d'Othello, à la fureur d'Othello. Il le manipule quand même. Oui. Cette façon qu'il a de dire « mais moi je n'ai rien dit, monseigneur, moi je n'ai rien dit », et de le laisser penser, de faire comme si Othello découvrait par lui-même l'infidélité de Desdémone, alors que Iago ne cesse de le mettre sur cette piste. Il y a quand même chez Iago une efficacité, disons que Iago ne lui met pas en tête l'idée de la jalousie, mais enfin Iago est quand même le déclencheur, celui qui fait émerger cette jalousie. C'est-à-dire que Iago, d'une certaine façon, c'est l'auteur dans la mesure où il comprend parfaitement Othello. Et il comprend qu'il suffit de dire un mot par-ci, par-là, n'est-ce pas, pour diriger la jalousie. Plus une manœuvre qui précipitera sa disgrâce, qui est l'épisode du mouchoir de Cassio, et également l'épisode dans lequel Iago fait parler Cassio de sa maîtresse. De sa maîtresse. Tout en laissant entendre à Othello qu'en fait Cassio parle de Desdémone. Donc là, on est quand même dans un plan machiavélique, quelque chose. Othello a quand même le sentiment, la certitude d'avoir une preuve, même si cette preuve est spécieuse, il a quand même une preuve sous les yeux. Et c'est très important, si vous voulez, sur le plan de la dramaturgie. Ça donne de la vraisemblance à la pièce. Mais la vérité, à mon avis, est celle du conte d'hiver.
c'est-à-dire de l'incertitude totale où nous sommes de comprendre les sentiments des êtres qui sont le plus proches de nous. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire chez Shakespeare, finalement. N'est-ce pas? Par conséquent, cette hésitation qui fait qu'on passe d'un extrême à l'autre, de l'amour absolu de sa femme, n'est-ce pas, qui est délicieuse et qui a toutes les vertus, à une haine abominable, n'est-ce pas? Du non-savoir où nous sommes. Je crois qu'il a un sommet psychologique, n'est-ce pas? Parce que Shakespeare parvient à la fois à être d'une finesse dans l'analyse psychologique, si vous voulez, dans la puissance d'analyse, et il montre que cette puissance d'analyse, si puissante soit-elle, peut s'appliquer à tort, complètement à tort, être complètement folle, n'est-ce pas? Et elle est particulièrement folle chez les individus qui sont le plus puissants dans l'intuition de l'autre. Car les possibilités les plus extrêmes sont présentes. Je crois qu'il y a là quelque chose, d'ailleurs, pour la définition du libre arbitre de l'homme, de la liberté, et de la possibilité de dissimulation. Oui, c'est ça qui est inouï. Mais René Girard, le libre arbitre de l'homme, historiquement, l'apparition du libre arbitre, mettons qu'on la fasse remonter à Saint-Augustin avec son épisode du vol de poire. Oui. De Saint-Augustin jusqu'à Gide, jusqu'aux caves du Vatican. Le libre arbitre, l'apparition du libre arbitre est simultanée avec la découverte de la possibilité par l'homme de faire le mal. Par conséquent, l'apparition du libre arbitre est consécutive ou préalable, je ne sais pas, à l'invention du diable. L'invention du diable. Or, le diable apparaît assez peu dans votre œuvre. Iago, à un moment... C'est le désir mimétique. C'est le désir mimétique, dites-vous, mais néanmoins, le désir mimétique, c'est ce par quoi vous éludez Iago. Vous laissez Iago de côté, enfin, vous lui donnez un rôle secondaire en définitive, en disant que tout est déjà là, à la façon du conte d'hiver. Ce qui est très grave, enfin, je veux dire, sur le plan shakespearien... Mais Iago, juste ça, Iago... à un moment dans Othello, clame sa foi, sa profession de foi d'être malfaisant en disant « Je crois en un Dieu cruel qui m'a créé à son image ». Ah oui. Mais il y a aussi une autre explication de la haine de Iago pour Othello. C'est qu'il n'a pas eu, je ne sais pas quel avancement qu'il cherchait. C'est au début, oui. C'est Cassio est le bénéficiaire de ce dont Iago... Et alors là, c'est beaucoup plus banal, vous voyez. Mais cette banalité, c'est pas la faute de Shakespeare, c'est la faute du public. Et Shakespeare veut écrire une pièce qui soit lisible pour le public, n'est-ce pas? Toujours dans Othello, si on reprend votre lecture, en définitive, il y a tout un jeu, plus encore que de rivalité, d'envie, effectivement, d'envie ou de jalousie. Iago est jaloux de la promotion de Cassio, Othello est jaloux de la beauté de Cassio, ce qui fait que Desdémone, plaidant la cause de Cassio, se retrouve, sa plaidoirie devient un argument de plus en faveur de l'hypothèse du cocufiage d'Othello. Mais vous n'avez pas le sentiment dans Othello que le triangle mimétique est davantage un jeu de rapports bilatéraux entre les individus? Oui. Mais bien sûr, c'est ainsi qu'il faut l'interpréter. Le héros tragique doit avoir dans une certaine mesure la sympathie de la foule. Il faut donc qu'Othello, jusqu'à un certain point, se tromper. Si toute la profondeur du désir mimétique d'Othello était révélée, les spectateurs ne pourraient plus s'identifier à lui. N'est-ce pas? Donc le fait d'être trompé est très important, parce que peut susciter une certaine pitié pour lui. Dans votre livre sur Shakespeare, René Girard, vous donnez aussi une interprétation très étrange, très singulière de Hamlet, dont vous dites qu'elle est la pièce la plus mystérieuse de Shakespeare. Et vous comprenez, le temps indéfini, incommensurable, que Hamlet met à venger la mort de son père. Vous parlez à ce propos d'un ennui de la vengeance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que Shakespeare est en quelque sorte obligé par les mœurs du temps, par la pratique théâtrale, d'écrire une pièce sur la vengeance. Une pièce sur la vengeance, c'est une pièce dont on sait, dès le premier acte, que au dernier acte, la vengeance aura lieu. Et alors, la dramaturgie normale oblige, si vous voulez, de faire intervenir toutes sortes d'accidents entre les deux pour que
Il faut que la vengeance soit retardée, en quelque sorte. Et ce que Shakespeare a fait, c'est de montrer, à mon avis, le vieillissement de la vengeance, la fatigue de la vengeance, la méfiance de la vengeance, qui possède l'Occident, mal christianisé, mais qui commence à l'être, n'est-ce pas? La conscience du mimétisme de la vengeance. Et à mon avis, Hamlet incarne ceci. Hamlet est un personnage sympathique. C'est l'occidental par excellence qui se pose, et c'est le noble, le fils de roi, qui se pose des questions d'intellectuel sur la vengeance et qui, par conséquent, est rendu incapable d'action par son propre christianisme, finalement, par tout ce qui lui révèle en lui la stupidité, l'inutilité, la futilité et la réciprocité continue, c'est-à-dire l'identique toujours dans le phénomène de la vengeance. On a le sentiment, malgré cette façon qu'il a de retarder le moment de la vengeance, il trouve toujours des arguments pour ne pas se venger tout de suite. Tantôt l'oncle est en prière, tantôt les acteurs arrivent, etc., etc. Hamlet, qui retarde constamment l'instant de la vengeance, ne fait quand même que déployer le programme qu'il avait prévu de déployer au départ. Oui, mais pourquoi le déploie-t-il? Parce qu'il y a Laërte. Parce que finalement, c'est sa colère contre Laërte. Et pourquoi Laërte met-il? Parce que Laërte rentre en colère contre Hamlet quand il voit que sa sœur Ophélie s'est suicidée. Non, mais Laërte est parfaitement capable, lui, de venger son père. Laërte, c'est l'homme du passé, qui reste l'aristocrate normal et qui est capable de se venger. Et c'est-à-dire qu'il n'a aucun des scrupules, des hésitations, des compréhensions, des intuitions d'Hamlet. Et c'est ça qui met Hamlet en fureur. Hamlet ne venge pas son père, n'est-ce pas? Mais il lutte contre son double. Il ne veut pas être ce qu'est Laërte. Est-ce que ça vient pas du fait que pardonnez-moi de plaquer du freudisme là-dessus, mais est-ce que ça vient pas du fait que le père de Laërte, c'est Polonius, le père de Laërte, c'est le courtisan, c'est l'homme ridicule, c'est un imbécile, c'est le courtisan par excellence. Le père d'Hamlet, c'est cet homme dont Hamlet dit qu'il est l'être supérieur, absolument supérieur, incomparablement supérieur. Oui, mais il essaye de se le prouver, parce qu'en fait, si vous regardez par exemple les propos que tient le fantôme du père lorsqu'il s'en va, le père est un criminel, le père est un vengeur, le père est un meurtrier. C'est d'ailleurs ce que Hamlet voit qui est ridicule dans la vengeance, c'est la continuité du meurtre. C'est-à-dire, si je venge mon père, je deviens comme lui. Je fais la même chose. Mais pourtant, pardonnez-moi, quand René Girard, quand Hamlet va voir sa maman, qu'il exhibe les deux portraits en disant regardez, vous avez ce rat d'égout qui est votre mari actuel, et l'autre les boucles d'Hyperion et le visage de Jupiter. Il est exactement comme les deux amants du gentilhomme de Vérone. Il veut que sa mère lui réclame la vengeance. Et sa mère s'en fiche complètement. Et d'une certaine manière, sa mère est contre lui, mais pas pour des scrupules moraux, parce qu'elle veut continuer à être reine. Donc elle est parfaitement méprisable. Et Hamlet, à mon avis, est allé chercher chez elle la motivation qu'il n'a pas. Il cherche le mimétisme. Et finalement, il ne le trouve que dans Laërte. Mais pourquoi est-ce que la mère dit à Hamlet à ce moment-là, Hamlet, tu m'as brisé le cœur, si ce n'est que parce qu'elle est face à l'évidence selon laquelle elle était avec un homme remarquable et elle sort avec un ver de terre? Ah non, mais ils sont exactement pareils. Je crois que justement là, dans tous ces personnages, ce qui est très caractéristique, c'est à quel point ils se ressemblent. Le père et l'oncle. Le père et l'oncle se ressemblent, n'est-ce pas? Et le fils a peur de leur ressembler à l'un et à l'autre, n'est-ce pas? Merci René Girard. Alors, si Shakespeare est le favori du désir mimétique, Nietzsche en est peut-être le premier adversaire, et c'est la raison pour laquelle nous terminerons demain ces avoix nus, ces entretiens, en évoquant avec vous l'article que vous lui consacrez, intitulé « Le surhomme dans le souterrain » et que vous publiez dans un recueil intitulé, lui, « La voix méconnue du réel ». C'était À voix nue, entretien avec René Girard, proposé par Raphaël Antoven.